Radio Clamart. Radio Clamart, bonjour à tous, c'est Enfant Radio Clamart, aujourd'hui avec les enfants de l'école Léopold Senghor, la classe de CM1 de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphane. Tout va bien? Oui, ça va. Bonjour les enfants. Bonjour. Voilà, ils sont là. Alors, c'est vrai qu'on commence à avoir l'habitude d'avoir pas mal d'invités. On a eu Jamy de C'est pas sorcier qui est venu. On a eu Marion Gamme. Et on a eu Luc Desrois. Luc Desrois, musicien. Marion Gamme, comédienne de scène de ménage. Donc voilà, on était plus dans la partie spectacle, comédie. Et aujourd'hui, on fait politique. On fait politique, voilà, avec monsieur Jean-Marc Germain qui est parmi nous. Bonjour monsieur Germain. Bonjour. Député de la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, ça vous allez le dire après. Donc moi je vais rien faire aujourd'hui, je vais comme d'habitude vous laisser parler. Non plus, je vais les laisser parler. Et puis on a nos journalistes en herbe autour de la table qui ont préparé une interview assez difficile, monsieur Germain. Ça va être très compliqué pour vous. On plaisante bien sûr, mais en tout cas, ouais, des questions, puis on va attendre des réponses, un peu éclairées sur tout ça. Donc je vais vous laisser la parole. Alors moi, simplement, je tenais vraiment à vous remercier parce que du coup, ça nous a permis de travailler sur l'Assemblée nationale en classe, sur le Parlement, comprendre un petit peu comment fonctionne notre pays. Et puis donc là, ils vous ont préparé une petite interview pour apprendre à mieux vous connaître et mieux comprendre aussi votre métier de député. Alors, juste un petit mot. Monsieur Germain a passé pratiquement une nuit blanche, hein, vous le savez, aujourd'hui. Oui, donc il faudra m'excuser si je bafouille un peu, les enfants. Voilà, l'Assemblée nationale était ouverte toute la nuit, là. C'était... Pour discuter du mariage, d'une belle loi, le mariage pour tous. On va échanger là-dessus. On vous écoute? Alors on va donner la parole à Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour. Bonjour monsieur les députés et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né en 1966 à Lyon. Vous faites partie d'une famille de 7 enfants. Votre maman est chimiste et votre père prof de maths. Ça ne vous a pas donné envie d'être professeur ? Non, ça m'a pas donné envie d'être professeur, mais j'aime beaucoup ce métier qui est vraiment un des plus beaux métiers parce que c'est apprendre aux enfants à devenir grands, c'est apprendre aux enfants à connaître tout ce que leurs parents savent et puis c'est leur donner les moyens de réussir dans la vie. Donc c'est un très beau métier et ce qu'il faut, c'est que chacun respecte les enseignants. Il y a des grandes lois qui sont en préparation pour qu'on donne les moyens à tous de travailler et à vous de réussir à l'école. D'accord. Fares. Bonjour Fares. Bonjour. Petit, est-ce que vous aviez déjà envie de faire de la politique? Pas du tout. Personne dans ma famille ne faisait de la politique. En revanche, ce que j'ai eu envie de faire tout petit, dès que j'ai eu à peu près votre âge, parce qu'il y avait beaucoup de chômage déjà depuis ce moment-là. Moi, je suis né en 1966, donc en 1974, quand il y a eu la grande crise en France, avant il n'y avait pas de chômage, j'avais votre âge, j'avais 8 ans, et depuis ce moment-là, je me suis dit, dans la vie, ce que j'aimerais bien, c'est m'occuper du chômage, essayer de faire que ça baisse, que chacun ait un emploi. Mais pour moi, ce n'était pas la politique qui faisait ça, c'était d'abord essayer de comprendre. Donc j'ai voulu être économiste pour comprendre comment ça se passe, comment l'économie fonctionne, pourquoi il y a des gens qui n'ont pas de travail, comment faire pour que ça change. Et puis j'y suis venu petit à petit dans mes études. Je me suis dit que c'était là que j'arriverais le mieux à faire changer les choses. Inès. Quel genre d'élève étiez-vous? Quel genre de quoi? Élève étiez-vous? J'étais un élève travailleur, sage, curieux. J'adorais les mathématiques et donc j'ai fait beaucoup de mathématiques dans mes études. Et puis après, j'ai fait des choses un peu différentes et en même temps sage dans la classe et turbulent en dehors et très, très indépendant. J'aimais bien faire dans mon coin avec d'autres les choses sans que mes parents soient trop au courant. Voilà. Anthony. Vous avez fait vos études à Lyon, puis l'école polytechnique à Palaiseau, l'école nationale de la statistique et de l'administration économique à Malakoff, puis vous êtes parti à Washington. Pourquoi? Je suis parti à Washington pour la même raison que ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il me semblait que pour comprendre les difficultés de la France, il fallait aussi être curieux de ce qui se passe ailleurs. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Vous savez, dans le monde, il y a des pays où il n'y a pas de chômage. Et donc, aller essayer de comprendre ce qui se passe dans ces pays-là, c'est très important.
Et puis, à l'inverse, je voulais m'occuper des pays qui vont très mal. Et à la Banque mondiale, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je me suis occupé du Ghana, qui avait beaucoup de problèmes pour notamment son système de soins, c'est-à-dire pour soigner les personnes qui sont malades. Et j'ai fait des études économiques pour comprendre pourquoi les gens n'étaient pas bien soignés dans les hôpitaux et pour proposer au gouvernement des solutions. Ce que j'ai trouvé notamment, c'est qu'un des plus gros problèmes, c'était l'absence de médicaments. Et donc une des solutions, c'est quelque chose que nous portons, que les médicaments qu'on sait très bien fabriquer en France, on puisse les offrir à l'Afrique pour rien ou quasiment rien. Et avec ça, on pourrait soigner beaucoup de personnes et notamment faire disparaître ou presque le sida. Voilà ce qu'on peut apprendre quand on sort de son pays et qu'on va travailler ailleurs. Et j'ai beaucoup appris en étant à la Banque mondiale à Washington. À quel âge avez-vous fini vos études ? Ouh là là, il faudrait que je compte. Je les ai finis en 92 en fait. Donc je suis né en 66, je vous laisse faire le calcul, mais c'est des études très longues parce que je voulais à la fois, je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de mathématiques, de physique, et ensuite j'ai voulu faire beaucoup d'économie. Et donc tout ça, ça prend un peu de temps, mais je crois qu'après, c'est pas du temps perdu, c'est du temps qui est très utile dans la vie, bien sûr, pour réussir, pour avoir un emploi, pour faire le travail qui vous intéresse, mais aussi pour comprendre le monde, pour prendre du plaisir à lire, à être ouvert aux autres. Vous êtes depuis... Devant le micro, c'est mieux pour la radio. Voilà, tu t'approches tout doucement. C'est bon, on t'écoute. Vous êtes depuis le 17 juin 2012 député de la 12e circonscription. Le micro, là. Alors, on t'écoute. C'est reparti, depuis le début. Vous êtes depuis le 17 juin 2012 député de la 12e circonscription qui comprend les villes de Clamart, Plessis-Robinson, Châtillon et Fontenay-aux-Roses. De plus, c'est qu'un député est élu pour 5 ans par les citoyens français de plus de 18 ans. Mais pourquoi avez-vous voulu être député ? J'ai voulu être député pour toujours la même idée. J'ai été pendant très longtemps conseiller de Martine Aubry, dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis un jour, je me suis dit, moi je voudrais aussi à mon tour non seulement conseiller ceux qui écrivent les lois, ceux qui les votent, mais les voter moi-même. Et le député, au fond, il travaille à deux choses. D'abord, il représente tous les habitants. Moi, je suis le député de vos parents, qu'ils aient voté d'ailleurs pour moi ou pas pour moi. Il n'y a qu'un seul député. Donc, quand ils viennent me voir, quand ils ont des problèmes, j'essaie de les aider à les résoudre. Et puis aussi, la deuxième partie de mon métier, c'est de faire les lois. En ce moment, nous discutons d'une loi pour permettre aux couples de même sexe de se marier, ce qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui. Ils peuvent se pacser devant un juge, mais ils ne peuvent pas se marier en mairie. Et donc, on fait une loi là-dessus. Et c'est aussi être à l'écoute, y compris de vos parents, quand ils ont des idées, parce qu'ils ont parfois des difficultés pour eux-mêmes, mais ils ont aussi des idées pour le pays. Et puis ensuite, d'en discuter avec les autres députés. Nous sommes 580. Nous discutons, nous débattons, nous votons, et ensuite, ça devient les lois du pays. Y a-t-il des personnes qui vous ont donné envie d'être député ? Oui, il y a des femmes et des hommes politiques que j'apprécie. À la télé, on montre souvent les guéguerres entre les députés, ou alors on essaie de dire que une fois qu'ils sont élus, ils ne s'intéressent plus à vous. C'est totalement faux. Bien sûr, il y a des profiteurs, comme partout, mais il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui s'intéressent à la vie des autres, qui veulent vraiment changer la vie, et moi, c'est ce que je veux faire. Avez-vous exercé un autre métier ou même avez-vous exercé un autre métier ? Oui, j'ai exercé beaucoup de métiers. J'ai même changé de métier quasiment tous les 3 ans dans ma vie. Celui de député, ça dure 5 ans. Après, il y a des
nouvelles élections, on se représente pas, on est élu, on n'est pas réélu. C'est d'ailleurs pas vraiment un métier, on parle d'un métier là depuis le début. C'est un mandat électif, c'est vos parents aujourd'hui et vous bientôt qui choisissez qui vous voulez. Et puis si vous estimez que votre député a mal fait son travail, eh ben, vous en choisissez un autre le coup d'après. Et le député qui n'est plus député, ben, faut qu'il retrouve un autre métier. Donc moi j'ai été économiste, j'ai aussi travaillé dans une mairie par exemple, vous connaissez tous la mairie, vous y travaillez, votre école par exemple, c'est la mairie qui s'occupe des bâtiments, de votre cantine, et donc j'ai fait ça, je vous ai dit, j'ai été conseiller de Martine Aubry, j'ai été... on a parlé tout à l'heure de Washington, économiste à la Banque mondiale. Voilà, j'ai beaucoup changé. Moi, j'aime bien d'ailleurs changer. J'aime pas faire trop longtemps la même chose. Je trouve que la vie est plus riche quand on peut bouger. Mais pour ça, il faut avoir la chance de pouvoir le faire. Il faut bien travailler à l'école. Parlons un peu plus de votre métier de député à l'Assemblée nationale. Il y a 577 députés. Avez-vous une place précise dans l'hémicycle ? Oui, j'ai une place précise qui est d'ailleurs juste à côté de celle qu'avait François Mitterrand. Donc je vous la montrerai puisque vous allez venir le 22 mars dans l'hémicycle. On est toujours assis à la même place quand on est nombreux. Parce que quand on est moins nombreux, on peut changer de place. Vous voyez des fois des images à la télé où vous avez l'impression qu'il y a des députés qui ne sont pas là. C'est pas parce qu'ils sont fainéants, parce qu'on travaille à la fois à l'endroit où on montre à la télé, mais c'est comme dans vos écoles, il y a plein de salles partout, les députés sont en train de travailler. Par exemple, il faut savoir que depuis le mois de juin, depuis le changement, les élections du mois de juin, il y a eu 19 lois déjà qui ont été votées par le Parlement dans des domaines très très variés. Donc tout ça, il faut beaucoup de travail. Mais on a chacun notre place et il y a des règles très strictes. Chacun parle à son tour. On a le droit de parler 2 minutes à chaque fois uniquement quand on nous a donné la parole. Il faut s'inscrire sur un papier pour pouvoir donner la parole. Donc c'est un endroit, ce qui est normal, on est 577. Si chacun faisait ce qu'il veut, ce serait vite la cacophonie. Est-ce que ça vous plaît d'être député ? Oui, ça me plaît beaucoup parce que c'est d'abord un honneur d'avoir été choisi par tous les habitants de ces 4 villes pour les représenter. On n'est que 577 pour s'occuper de ce pays. Et puis moi, j'aime bien les gens, j'aime bien m'occuper d'eux, de leurs difficultés, de ce qui vont bien, de leurs attentes, les fêtes, les moments très tristes aussi auxquels on est confronté. Par exemple, vous avez vu que la France est allée au Mali pour sauver le peuple malien, pour lui garantir sa liberté. C'est une décision que nous avons eu à prendre, mais il y a un soldat qui a été mort dans cette guerre-là. Donc c'est difficile aussi parfois de prendre cette décision en disant pour sauver des milliers de gens, il y a peut-être de nos soldats qui vont mourir. Donc il y a des très beaux moments, il y a des moments très difficiles. Après, quand on voit la joie des Maliens qui sont libérés du terrorisme, ça provoque aussi beaucoup de bonheur. Avez-vous beaucoup de travail ? Oui, on était par exemple cette nuit, nous avons commencé à travailler dimanche matin à 10h, pendant que vous acheviez votre grasse matinée. On a travaillé 22 heures de suite, et on a fini ce matin à 8h. Je suis allé me coucher à 9h et je m'en suis levé à midi. Et ce soir, on recommence à 16h et entre-temps, je suis avec vous. Donc un député, ça travaille énormément parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ça peut aussi ne rien faire. Je disais tout à l'heure, la plupart sont très sérieux. En même temps, vous n'avez pas une maîtresse d'école qui vous dit c'est bien, c'est pas bien. La seule maîtresse d'école, c'est les électeurs qui, au bout de 5 ans, disent mon député, il a bien travaillé, je revote pour lui, ou il n'a pas fait son travail, je vote pas pour lui. Travaillez-vous dans un autre lieu que dans l'hémicycle ? Oui, je travaille à la fois dans les villes, les 4 villes,
Par exemple, tous les vendredis, je rencontre les habitants. Alors, un jour, c'est à Clamart, en Haute-Clamart, ici, dans ce centre social. Le mois suivant, c'est dans le bas de Clamart. Je rencontre les habitants aussi à Fontenay, au Plessis-Robinson, à Châtillon. Et donc, je suis 3 jours par semaine ici avec vous dans la circonscription. Le reste du temps au Parlement. Et puis, je travaille au Parti socialiste aussi. Parce que, au-delà des lois, on réfléchit aussi, alors cette fois par affinité politique. Il y a d'un côté les socialistes, de l'autre côté les UMP, les centristes, tout un tas de familles politiques, d'élus qui se regroupent entre eux pour réfléchir ensemble parce qu'ils partagent beaucoup des mêmes idées. On essaye là de penser à qu'est-ce qu'on fera quand on aura réussi à réduire le chômage, de quoi on s'occupera. Et donc, je travaille aussi au Parti socialiste. Donc, j'ai plusieurs bureaux, j'ai 3 bureaux, et je vais de l'un à l'autre toutes les semaines. Comment est l'ambiance à l'Assemblée nationale ? L'ambiance, elle est parfois un peu comme dans une cour d'école. Elle est très souvent, je l'ai dit tout à l'heure, studieuse. On travaille beaucoup. Vous avez l'impression que la droite et la gauche, ça se tape tout le temps dessus. C'est parfois vrai, mais on travaille aussi ensemble. Par exemple, moi, je préside un organisme avec un député de droite. On est coprésident et on décide tout ensemble pour examiner comment la santé, le système de santé fonctionne dans notre pays. Donc, vous le verrez d'ailleurs quand vous viendrez à l'Assemblée nationale. C'est un endroit très calme. Il ne faudra pas trop crier dans les couloirs d'ailleurs. Très serein, mais ça n'empêche pas que des fois, alors on se tape jamais dessus physiquement, je vous rassure, mais on s'envoie des mots un peu à la figure dans l'hémicycle pour chacun défendre nos idées. Et puis des fois, on est un peu passionné, donc les mots dépassent la pensée. Et d'ailleurs, il y a une règle à l'Assemblée nationale, c'est que quand on a dit une insulte à un autre député, on s'excuse après. Ça, c'est très important de le faire. Par exemple, hier matin, il y a un député qui a fait un mauvais geste, je ne vous dirai pas lequel, mais vous devez vous douter, à un autre député. Et après, il s'est excusé. Il a dit « J'aurais pas dû faire ça, mais ce que vous avez dit m'a profondément choqué. C'est pour ça que j'ai fait ça. » Voilà. C'est important pour pouvoir discuter ensemble, pour pouvoir travailler ensemble, qu'il y ait des règles et qu'elles soient respectées. Est-ce que vous voyez souvent le président de la République ? Je le vois souvent, le président de la République, c'est ça ta question ? Est-ce que vous le voyez souvent, oui ? Non, le président de la République, tu sais, il a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de députés, donc on le voit de temps en temps. Moi, je le connais un peu mieux que d'autres députés parce que je travaille depuis longtemps avec lui. Mais les parlementaires travaillent surtout avec le Premier ministre. Dans notre pays, le président de la République est plutôt le président de tous les Français. Il s'occupe des guerres. Je vous ai parlé tout à l'heure du Mali. Il s'occupe de ce qu'on appelle la cohésion sociale, c'est-à-dire de faire que tout le monde s'entende bien. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il a beaucoup travaillé pour que les patrons et les syndicats puissent à nouveau discuter ensemble. Le Premier ministre, lui, il propose les lois et il discute avec ses ministres dans l'Assemblée nationale. Donc, vous verrez, à l'Assemblée nationale, il y a un endroit qui est réservé pour les ministres, ça s'appelle le banc des ministres, et c'est eux qui discutent avec nous. Ils nous proposent un texte, et puis ensuite on discute chacun des mots pour changer ceux qui ne nous plaisent pas, et on vote. Mais l'Assemblée nationale, c'est la maison des députés, dans laquelle le gouvernement est invité pour discuter avec nous. On a vu en classe que les sénateurs et les députés parlent des lois en commission, puis ils les votent. Est-ce que ça vous est arrivé de proposer une loi ? Non, je suis en train d'en écrire une sur les difficultés que les mairies ont à financer leurs dettes. En revanche, j'ai été rapporteur, ça s'appelle, sur un projet de loi qui est les emplois d'avenir, qui
vous concernera quand vous aurez 16 ans, puisque à partir de 16 ans, c'est pour aider ceux qui veulent arrêter l'école et avoir un travail, à avoir un travail. Donc je me suis occupé de ça. Rapporteur, ça veut dire quoi? C'est celui qui discute au nom des 577 députés avec le ministre en disant on a bien réfléchi, ce que vous avez fait là, c'est bien, mais là, par exemple, c'est pas bien. Je veux vous donner un exemple qui est très important. Sur cette loi, donc sur les emplois d'avenir, le gouvernement avait proposé que ce soit uniquement pour ceux qui ont arrêté leurs études à 16 ans, 17 ans ou 18 ans. Moi, j'ai souhaité aussi que ceux qui ont arrêté plus tard, par exemple, qui ont réussi à avoir leur bac, puissent aussi y avoir accès. Parce que dans notre pays, il y a des gens aujourd'hui qui ont réussi leurs études et qui n'ont pas de travail. Et je trouvais ça injuste de dire ceux qui ont réussi leurs études, ils n'ont pas accès à ces aides, à ces emplois, et ceux qui ne les ont pas réussi, ils ont accès. Moi, je voulais que ce soit pour tous, et donc j'ai déposé ce qu'on appelle un amendement, c'est-à-dire j'ai dit dans le texte du ministre, ça ne me va pas quand vous dites c'est interdit à ceux qui ont des diplômes, je veux que ce soit accessible à tous, et donc j'ai changé le texte là-dessus. Et les députés, ils ont voté avec moi, et donc le texte a été changé sur ce plan-là. Voilà, ça vous donne un exemple de ce qu'un travail sur une loi et ce que peut faire un rapporteur. Est-ce que ça vous est arrivé de ne pas être d'accord avec une loi, laquelle? Depuis que je suis élu, non. Ça m'est arrivé de ne pas être d'accord sur un petit bout d'une loi. Et je vous ai expliqué sur la loi sur l'emploi d'avenir comment, mais in fine, toutes les lois qui ont été présentées par les gouvernements, je les ai votées. En revanche, il y a des lois qui ont été présentées puisque l'opposition, la droite en ce moment, a la possibilité, une fois par mois, de présenter ses propres lois. Et ces lois-là, je ne les ai pas votées. Voilà, il y a des fois, on n'est pas d'accord avec ce qui est présenté et on ne le vote pas, ça arrive. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des élections, parce que ça permet aux gens, à tous les Français, à vos parents aujourd'hui et à vous demain, de dire ce qui va pas, et quand ça va pas, de changer les choses. Parlons du projet de loi sur l'école qui nous intéresse. Que pouvez-vous nous en dire? Est-ce qu'il y aura école le mercredi en primaire? Question. Oui, c'est une très bonne question. La réponse est oui. Il faut savoir, ça vos enseignants ont dû vous en parler, qu'aujourd'hui, un enfant en France, il travaille 140 jours par an. Il est à l'école 140 jours par an. Si on travaille à la maison, parfois on fait ses devoirs le samedi et le dimanche. En Europe, la moyenne, c'est 180 jours. Les journées sont beaucoup trop longues et beaucoup trop fatigantes. Et ça profite ceux qui ont des parents qui peuvent les aider, qui peuvent leur payer des cours, qui peuvent rattraper les choses, s'en sortent très bien. Ceux qui ont des difficultés, c'est eux qui en sont les premiers pénalisés. Et donc François Hollande, quand il a proposé d'être président et quand il a dit si vous vous intéressez à ce que je dis, votez pour moi, il a mis cette question en haut de ses propositions. Parce qu'il pense que aider à la réussite de tous les enfants, c'est quelque chose de très important. Et en tout cas, lui, en tant que président, il veut donner chacun ses chances à chacun. Et donc on pense que en étant un peu plus longtemps à l'école, donc plus de jours, en travaillant un peu moins sur chaque journée, on arrivera à mieux s'occuper de chacun et à ce que chacun puisse mieux réussir à l'école. Alors bien sûr, ça pose des difficultés. Et vous avez vu qu'il y a des manifestations en ce moment parce que ça change beaucoup de choses. Des enseignants qui ne venaient pas à l'école le mercredi matin viennent à nouveau à l'école. Donc tout ça, il faut le régler. Il faut le régler d'ailleurs en prenant en compte ce que pense chacun.
mais en même temps, c'est vraiment très très important pour vous. Donc la réponse est oui, et le plus tôt sera le mieux. Ce sera soit cette année, soit l'année prochaine, au plus tard, puisque pour donner le temps à ceux qui ne sont pas prêts, le président de la République a permis à ce que ça se fasse soit en 2013, soit en 2014. Pourquoi le mercredi et pas le samedi matin ? C'est une question difficile parce que vous savez, il y a des scientifiques qui étudient beaucoup ce qui est bon pour les enfants pour qu'ils puissent être le maximum concentrés. Et le mercredi et le samedi sont à peu près équivalents. Le samedi est peut-être même un peu mieux, certains qu'on les appelle les chronobiologistes. Chrono, c'est le temps, et biologistes, c'est ils étudient quelles sont les conséquences sur vous. Le problème du samedi matin, notamment dans les grandes villes, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui sont séparés et que les enfants, souvent, ils changent, ils sont chez leur père ou chez leur mère le week-end, le samedi et le dimanche, et que ça, c'est plus difficile s'il y a le samedi, puisqu'il resterait que le samedi après-midi et le dimanche. C'est la principale raison pour laquelle on n'a pas choisi le samedi, mais plutôt le mercredi. Vous êtes mariée avec Madame Anne Hidalgo, qui fait elle aussi de la politique. Avez-vous des enfants? Ont-ils envie de faire de la politique plus tard? Oui, on a des enfants, deux qui sont très grands, donc ils ont choisi de faire autre chose, et un qui a 11 ans. Donc c'est un peu tôt, lui il veut être chirurgien pour l'instant. Mais il n'est pas dégoûté par la politique encore. Vous savez, les enfants de femmes et d'hommes politiques, quand ils deviennent ados, en général, ils sont dégoûtés par la politique, à la fois parce que quand vous regardez à la télé, les hommes et les femmes politiques, on vous dit pas souvent leurs qualités, on les critique beaucoup. Et puis souvent, leurs parents, ils sont attaqués, y compris dans les cours d'école, et donc ils sont un peu dégoûtés par ça. Puis après, quand ils grandissent, ils comprennent à nouveau l'intérêt, ils se remettent à s'intéresser à ça. Parlons de votre personnalité. Martine Aubry dit de vous que vous êtes un homme de chiffres et de cœur. Elle dit aussi que vous êtes un bricoleur qui est autant capable d'écrire un discours que de réparer une machine à laver. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui. Enfin, je préfère que vous n'en parliez pas à vos parents parce que je ne veux pas être un député réparateur de machines à laver. Mais en revanche, c'est vrai que j'aime à la fois ce qui est les idées, ce qui est intellectuel, et puis j'aime bien faire des choses très concrètes, bricoler ma maison. Je déteste le faire par les autres, et puis je pense que voilà, c'est bien de savoir un peu tout faire. Il n'y a pas les uns qui doivent être au service des autres, mais voilà. Donc ce qui est dit est vrai, même si je ne fais pas ça en permanence. J'adore bricoler, j'adore faire la cuisine. Quels sont vos projets d'avenir? Est-ce que vous avez envie de devenir un jour président de la République? Non, moi je fais pas de plan de carrière, donc ce que j'ai envie, c'est de bien faire mon métier. Ce dont j'ai envie, c'est de faire ce pourquoi vos parents m'ont élu. Moi, vous savez, quand j'ai fait ma campagne électorale, je leur ai dit ma priorité, c'est d'arriver à faire baisser le chômage, c'est de faire que il y ait moins de difficultés de pouvoir d'achat, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont de la difficulté. Il faut savoir, par exemple, que dans beaucoup d'écoles de notre pays, là où les cantines ne sont pas gratuites ou très peu chères, il y a des enfants qui ne vont plus à la cantine à partir du 20 du mois. Et ça, moi, je ne le supporte pas. Et donc, mon envie la plus forte, c'est qu'on réussisse à faire baisser le chômage, qu'on réussisse à améliorer la vie des gens. Après, vous savez, je crois que quand vous faites bien votre travail, quand vous êtes consciencieux, quand vous vous occupez plutôt des autres que de vous-même, les choses vont bien d'elles-mêmes. Si vous êtes toujours en train de vous dire comment je pourrais prendre la place de l'autre, ça peut se passer bien, ça arrive, mais on n'est pas bien dans sa peau. Dernière question de Fares. Enfin, on aimerait connaître, si possible, votre pire et votre meilleur souvenir en politique. Mon pire et mon meilleur souvenir, ça c'est une question
très, très difficile. Je ne sais pas, je vais réfléchir à cette question. Mon meilleur souvenir, c'est peut-être le jour de mon élection, parce que c'est une grande fierté de pouvoir vous représenter à l'Assemblée nationale, représenter l'ensemble des gens qui aient voté ou pas pour vous, d'être celui qui porte votre parole dans les bons et dans les mauvais moments. J'en ai parlé. Mon plus mauvais souvenir, c'est peut-être quand Lionel Jospin a été éliminé du premier tour de l'élection présidentielle. J'étais son conseiller, et que Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé face à Jacques Chirac au second tour de l'élection présidentielle, parce que moi, je partage pas un certain nombre d'idées de la droite, mais les idées d'intolérance qui sont portées par le Front National, je ne les supporte pas, et donc ça a été un moment un peu difficile, non seulement parce que Lionel Jospin avait fait du bon travail et que c'était un peu injuste qu'il soit éliminé, mais surtout parce que au second tour de l'élection présidentielle, les Français n'ont eu le choix qu'entre la droite et le Front National. Et puis, dans une vie, non pas de député, mais politique, j'ai toujours en mémoire, parce que vous avez des bons moments, des grands moments de joie, et puis des moments très difficiles. Vous voyez des gens mourir. J'ai parlé tout à l'heure du soldat. Vous retrouvez des gens dans la grande difficulté. Donc il y a des moments très très tristes comme ça, et dans des situations très injustes. Et c'est ces moments-là aussi qu'on retient. C'est ce qui donne la force de se battre après comme député pour dire ça doit plus jamais se produire. Voilà, donc c'est ces moments-là un peu, j'en ai donné plus que deux, mais qui ont marqué ma vie. Merci, monsieur le député, d'avoir répondu à l'invitation des enfants. Et bravo. C'était des bonnes questions, bien travaillé. Oui. Bon, bravo Stéphanie, avec votre classe, bravo aux enfants. On vous retrouve, les enfants vous retrouvent le 22 mars, c'est bien ça? C'est ça, oui. C'est filmé, c'est enregistré, donc le 22 mars à l'Assemblée nationale. Ça va être sympa de visiter l'Assemblée nationale. Très bien. Écoutez, on va se quitter. L'émission va continuer après. Vous allez parler de l'actualité, des sujets que vous avez travaillés ensemble, que vous avez choisis. Et puis là, on va vous souhaiter bon courage pour ce soir, parce que vous retournez au Palais Bourbon. Oui, et pas bonne nuit, puisqu'on travaille encore toute la soirée, toute la nuit. Il nous reste... je vais faire un peu de mathématiques pour terminer. Nous avons donc des amendements. J'ai expliqué aux enfants ce que c'était tout à l'heure. Il en reste 3200. Beaucoup. Nous discutons 40 amendements par heure. Nous travaillons 12 heures par jour. Donc je vous laisse calculer quand est-ce que le texte de loi sera voté. Et vous me donnerez la réponse le 22 mars. Et il y aura une petite récompense pour celui qui aura trouvé juste. Ah bah très bien. Voilà, un problème à proposer aux enfants. Merci beaucoup en tout cas. À très bientôt. Merci à tous. Radio Clamart. De retour sur Radio Clamart, enfin Radio Clamart, tout va bien? L'interview vous a plu? Oui. Voilà, monsieur le député Jean-Marc Germain est parti. Ils sont contents d'aller à l'Assemblée nationale bientôt. Alors, qui sera la prochaine personnalité maintenant? Vous essayez de contacter qui? Alors, Souleymane Diamanka, qui est un SAMeur, qui m'a donné une réponse positive, mais pas de date encore. Et puis après, on essaie, on est en train d'écrire une petite lettre pour essayer d'inviter une personnalité. Bon. Voilà. On ne te dit rien pour l'instant, on attend. Alors, vous avez travaillé pas mal de sujets. On va en parler avec Nora, Christelle et Calice, notamment l'opération des pièces jaunes, qui ne sont pas que jaunes d'ailleurs. Parfois, elles sont rouges. Voilà, on peut dire ça, pièces jaunes et rouges. Alors, on vous écoute. L'opération des pièces jaunes. Alors, on va écouter Calice. Calice, bonjour Calice. Tout va bien? Tu nous fais voir une petite boîte. C'est quoi, Calice? Une tirelire. Tout le monde connaît cette petite tirelire? Oui. Alors, oui. Tu peux nous en dire plus? Cristal, ça sert à quoi? Eh bien, c'est pour l'opération pièces jaunes. Cristal, qui organise l'opération pièces jaunes? C'est la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et qui est la présidente de cette fondation? C'est Bernadette Chirac. Pourquoi cette opération?
pour apporter du bien-être et du réconfort aux personnes hospitalisées les plus fragiles. As-tu des exemples de projets réalisés avec cette opération? Oui, ils ont créé des ateliers pour jouer et rire, équipés de salles de classe pour continuer à apprendre, aménager des chambres mère-enfant pour que les enfants passent la nuit auprès de leurs parents. À ce jour, combien de projets ont pu être réalisés? Il y en a 7000. Quels sont les 5 grands champs d'action de la Fondation? D'abord, il y a la lutte contre la douleur, le rapprochement des familles, l'amélioration de l'accueil et du confort, le développement d'activités comme les salles de jeu et ateliers cuisine et la prise en charge des adolescents en souffrance. Comment peut-on aider cette opération? Eh bien, nous, les CM1 de l'école, Alors, qu'est-ce qu'on fait tous les soirs, Calice? on vend des pains au chocolat à 16h30 Des pains au chocolat? Il n'y a rien que des pains au chocolat? et des croissants Donc, il faut venir en acheter le soir après l'école. Alors, on les vend à combien? à 30 centimes. Et tu peux nous dire, Nora, combien on a gagné jusqu'à aujourd'hui à peu près? Jusqu'à aujourd'hui, on a récolté 190 €. Voilà. Et c'est pas fini, c'est jusqu'au 16 février. Merci pour ce sujet, les pieds jaunes. Donc, et maintenant, nous allons parler du Wi-Fi avec Sophia et Rama. Mais qu'est-ce que le Wi-Fi? Vous allez nous donner certainement la réponse. Sophia, elle est là. Et Rama, à ma gauche. Ça va, Rama? Oui, tu vas parler bien fort devant le micro. On vous écoute. Rama, c'est quoi le Wi-Fi? Le Wi-Fi, c'est un système qui permet de transmettre des communications entre ordinateurs ou smartphones sans utiliser de fil électrique. C'est quoi le principe? Le principe du Wi-Fi, c'est d'utiliser des ondes à la place des câbles pour transporter des messages. Ces ondes sont les mêmes qui font fonctionner les téléphones portables ou les GPS. On les appelle comment? C'est des ondes radioélectriques. C'est quoi l'avantage de ces ondes? C'est qu'elles transportent dans les airs de manière invisible tout ce qu'on veut. Il y a des conditions pour en profiter? Il faut être près d'une borne qui est reliée à une antenne Wi-Fi, un hotspot. Pourquoi n'y a-t-il pas le Wi-Fi partout? Il n'y a pas de Wi-Fi partout car il faut donc construire de nombreuses bornes. Et pourquoi n'a-t-on pas le Wi-Fi dans les transports comme l'avion et le train? Car pour avoir Internet dans l'avion, par exemple, il faut que la borne soit reliée à une antenne satellite. Et donc, ça devient vite très cher. Mais dans certains transports, on a accès au Wi-Fi maintenant. Oui, on peut désormais l'utiliser à bord du Thalys, du TGV et bientôt dans l'Eurostar et aussi dans certaines compagnies aériennes. Tu sais d'où ça vient le mot Wi-Fi? Le mot Wi-Fi vient d'un vieux anglais qui veut dire fidélité sans fil. Merci, mais on apprend des choses, hein. Moi, je ne savais pas tout ça. Merci, Rama. Le beluga qui parle. Alors, la petite rubrique sur les animaux, ils adorent. Qu'est-ce que c'est que le beluga qui parle? C'est quoi un beluga qui parle? Alors, avec... Alors, il nous manque Walid. Amélie et Maëlle. Qui arrive. Voilà, le petit blanc très sympathique. Le beluga qui Mais parle. normalement, Amélie nous chante une chanson. Non, c'est pas ça, Amélie? Non. Non, tu veux pas chanter. Oh, zut. Non, Walid, viens ici. Mais c'est normal, ils savent pas chanter, c'est pas des Clash Sam. Maîtresse, t'es pas meilleure que nous. Hein. Moi non plus, je sais pas chanter, j'avoue. On vous écoute. C'est bon, Walid? Assieds-toi bien. Voilà. Sans texte, hein. Ah, c'est moi qui commence. Parce que oui, on a une petite pensée pour Maëlle, qui est pas là aujourd'hui et qui est malade, la pauvre. Donc je la remplace. Alors, c'est quoi un beluga C'est Amélie? un mammifère marin. Mais où vit-il? Eh ben, dans les eaux glaciales de l'Arctique. Qu'est-ce qu'ont découvert Sam Ridgway et son équipe? Enoch, un beluga vivant en captivité, a se reproduire des sons semblables à ceux d'un homme. Et ils se sont rendus compte comment de cette aptitude, Amélie? Stop, mets en pause. Un petit quoi? Aptitude, ce mot désigne le don naturel pour faire quelque chose. Alors je vais pouvoir répondre à la question. Un jour, alors que quelqu'un s'occupait de Enoch, est allé dans l'eau pour nager. Quand il est sorti, il a demandé qui avait parlé. En fait, c'est Enoch qui avait parlé. Et pourquoi c'est une surprise? Jusqu'ici, personne ne s'était rendu compte qu'un beluga pouvait parler.
Jusqu'ici, personne ne s'était rendu compte qu'un beluga pouvait émettre de tels sons. Nous savions en effet qu'un beluga peut siffler, pas plus. Comment est-il arrivé à nous imiter? Alors c'est étonnant car il utilise son conduit nasal et a dû faire varier la pression de ses narines pour arriver à nous imiter. Mais qu'est-ce que ça va nous apprendre? Pour Sam Ridgway, ça montre que Nock a écouté et essayé de reproduire les voix humaines qu'il entendait. Ah oui, et Nock, qu'est-ce qui lui est arrivé quand même? Il est mort. Il est mort. Bravo, sans texte en plus, hein. Par cœur. Merci, nous allons parler tout de suite des loups avec Reynald, Bilal, Sakina et Ayoub. Les loups, y a-t-il des loups en France? Peut-être. Sûrement. En tout cas, nous, on a un livre de loups, hein, Reynald? Non, pousse-toi, Sakina. Sakina. Voilà, c'est bien. On vous écoute pendant que les autres se préparent et se rapprochent de la table. Comme ça, on ne perdra pas trop de temps. Je mets à côté d'eux. Ah bah les loups. Parlons des loups. On vous écoute. Ah bah oui, mais c'est Sakina, honneur aux filles quand même. Hein. Reynald, pourquoi veux-tu nous parler des loups? Parce qu'en classe, on travaille sur un livre qui parle d'une histoire de loup. L'œil du loup, de Daniel Celui-là, Pénac. c'est ça? Oui. Voilà. Que tout le monde lit à la maison en ce moment. Ça nous a donné envie d'en parler. Comment vivent les loups? Ils vivent en groupe. On appelle ça la meute. Et que mangent-ils? Ils mangent de tout? Non, mais presque. Les loups mangent 2 kilos de viande par jour. Des rongeurs, certains oiseaux, des crapauds même, des poissons, des écrevisses et même des fruits. Qui est leur pire ennemi? Eh bien, leur pire ennemi, c'est l'homme. Qui fait la loi dans la meute? Eh bien, ce sont les louveteaux qui font la loi. Tous les adultes sont à leur service. Les loups sont très patientes avec leurs louveteaux, même quand ils leur tirent les oreilles ou leur montent sur le dos. Que peux-tu dire sur sa mâchoire? Il a 42 dents et ses canines peuvent mesurer 6 cm de long. Ses crocs servent essentiellement à maintenir la proie, tandis que les incisives lacèrent la chair. Et où les trouve-t-on? Eh bien, les loups vivent dans la forêt, dans une tanière. Merci. Ah non, Bilal a quelque chose à nous dire sur les nuits de pleine lune. Certaines nuits de pleine lune, les loups se mettent à hurler. Pourquoi? Ils font ça pour se repérer les uns les autres et délimiter leur territoire. Pourquoi les loups marchent-ils à la queue leu-leu? Parce qu'ils sont pas courageux, c'est ça, Reynald, non? Non. Pourquoi, c'est pour éviter la fatigue car ils marchent tous dans les traces de ceux de devant. Que sais-tu sur les petits du loup? On sait qu'ils pèsent à la naissance à peine 500 grammes et qu'ils sont totalement aveugles. Ils n'ouvrent totalement leurs yeux qu'au bout de 15 jours. Voilà. C'est tout? Ben voilà. C'est tout. Cours de sciences naturelles. Voilà. Très bien. On va parler d'un autre loup, mais un loup des surfaces de réparation. C'est Lionel Messi. Voilà, ce qu'on appelle un enchaînement. Trop fort. Alors, avec Amine, Livio, Ariane et Djibril, Lionel Messi, bien connu de tous. Rapproche ta chaise. Voilà. Ils n'aiment pas du tout le foot, ces garçons-là, je crois. Si. Non, ils n'aiment pas. On vous écoute. Ryan, quel âge est Lionel Messi? Eh bien, il a 25 ans. Quel est son vrai nom, Amine? Il s'appelle Lionel André Messi. Pourquoi dit-on qu'il est une légende du football? Parce qu'il a marqué son 86e but de l'année 2012. Où joue-t-il? Il joue au FC Barcelone. Mais il ne vient pas de Barcelone. Non, il vient d'Argentine. Quelle récompense a-t-il eu, Djibril? Il a eu 4 fois le Ballon d'Or en janvier 2013. Et les 4 en janvier 2013? Ah non. Le quatrième, tu veux dire? Le quatrième Ballon d'Or, il l'a eu en janvier 2013. Et sa famille aime-t-elle le foot? Oui, elle est même passionnée. Avait-il un surnom? Oui, sa famille l'appelle Léo. Que sais-tu sur sa jeunesse? Petit, quand il avait 5 ans, il rêvait déjà de devenir un champion de foot. À 13 ans, il a intégré le FC Barcelone, puis il a eu une maladie grave qui l'a empêché de grandir. Pourquoi, Livio, tu le trouves très fort? Parce qu'il a beaucoup de technique, il est très rapide et son sens du jeu fait de lui un buteur incroyable. Voilà pourquoi nous l'aimons bien. Merci, le football avec les garçons. Tiens, avec des garçons autour de la table pour parler foot. Mais on va parler
Et la Vendée prochaine fois, Globe on fera avec des- Divine et Kenza, le Vendée Globe. C'est incroyable le Vendée Globe. Hein. Et il y a encore quand même des skippers qui sont... Divine, c'est quoi le Vendée Globe? Eh bien, Kenza, c'est une course en solitaire à la voile. Et ça a lieu tous les ans? Non, ça a lieu tous les 4 ans. Et est-ce qu'elle est dure cette course? Oui, bien sûr, car s'il y a un problème mécanique, ils doivent le réparer tout seuls. Mais il a commencé en quelle année le Vendée Globe? En 1989. Bon, maintenant passons à autre chose. Combien y a-t-il de skippers qui participent? Il y en a 20. Je sais qu'ils parcourent 3 océans, mais lesquels? Eh bien, Kenza, il parcourt l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Indien. Mais il y a un record à battre, non? Oui, il était de 84 jours, 3 heures et 9 minutes. Mais ça, c'était avant. Avant quoi? Avant que François Gabard remporte le Vendée Globe 2012-2013. Et il a mis combien de temps? Il a mis 78 jours et 3 heures. 2 heures. 2 heures. Et en tout, il parcourt combien de kilomètres? Il parcourt près de 43 000 kilomètres. Et ça dure combien environ cette course? Ça dure presque 3 mois. Mais ils peuvent quand même s'arrêter dans un port, non? Non, et en plus, personne ne peut monter sur leur bateau pour les aider. Divine, sais-tu ce qu'ils peuvent trouver dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique? Oui, ils peuvent trouver les 40e rugissants et les 50e hurlants. Mais c'est quoi ça? Ce sont des vents violents sur la mer. Et en Antarctique, ils trouvent quoi? Ils trouvent des glowers. Et c'est quoi ça encore? Ce sont des petits icebergs. Et dis-moi maintenant, comment s'appelle leur voilier? Ça s'appelle un monocoque. Et ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont qu'une seule coque. Les skippers se préparent avant la course? Oui, car le Vendée Globe est une course dangereuse. Et ils emmènent quoi avec eux? Ils ont pris du matériel informatique, un radeau de survie, 3 trousses à pharmacie, des fusées de détresse et des pièces de rechange pour leur voilier. Puis de la nourriture aussi. Waouh! Mais ça fait beaucoup ça, hein? Mais Divine, que mangent les skippers à bord de leur bateau? Ils mangent des aliments déshydratés ou lyophilisés. Ce sont donc des aliments en poudre. Ils doivent y ajouter de l'eau potable. Divine, rassure-moi, ils prennent aussi des aliments qu'ils aiment, non? Oui, aussi qui se conservent facilement, comme les pâtes, les fruits secs, le chocolat. Des lentilles. Mais je pense qu'il y a des filles qui participent, non? Oui, tout comme les hommes. J'allais oublier. Dis-moi, ils ont de l'eau sur leur bateau? Non, ils prennent l'eau de mer, la passent dans une machine qui enlève le sel de mer, un désalinisateur. Et en fait, pourquoi dit-on que le Vendée Globe est une aventure dangereuse? Car il y a déjà eu des disparus en mer, comme Nigel Burgess en 1992 et Jerry Roos en 1992. Une dernière question, que font les skippers de leurs déchets? Ils les jettent à la mer. T'es sérieuse? Non, ils ont des sacs poubelles dans leur voile dans lesquels ils mettent leurs déchets. Ils mettent leurs déchets, puis arrivés au port, ils jettent leurs sacs poubelles. Merci beaucoup les filles sur le Vendée Globe. C'est Alors, très il y en a intéressant. combien d'arrivés jusqu'à aujourd'hui? 3. 3, Oui, 3. pour l'instant. On attend la suite. Les X Games avec Lucas, Arthur, Anthony et Fares. Lucas, c'est toi. Ça va Lucas? Oui. Ouais, t'as un joli pull. Merci. Tout coloré. Alors, les X Et Games. Arthur, il a une belle chemise, mais il parle beaucoup dans le public. Une C'est belle ça qui cravate. est un peu dommage. On vous écoute. C'est quoi les X-Games? C'est une grande compétition internationale de sport extrême. D'où vient-il? Ça vient des États-Unis. En quelle année étaient-ils créés? En 1995, Où ont lieu les X-Games 2012? à Los Angeles. Que trouve-t-on aux X-Games d'été? Il y a le skateboard, le roller et le BMX. C'est quoi le BMX? Le BMX, c'est une épreuve sportive comprenant des figures et des sauts réalisés à vélo.
L'épreuve du skateboard, ça consiste en quoi? En skateboard, les épreuves sont très similaires à celles du BMX. Ils ont 40 secondes pour réaliser les meilleures figures dans une sorte de demi-tube. Et pour la moto? Au X-Games, la moto est une discipline à part entière avec 5 épreuves différentes, comme une sorte de saut à la perche. Il y a une épreuve en voiture aussi? Oui, il y a une. Il y en a une, oui. Le rallycross. Le but, rouler très vite et déstabiliser les autres. Mais qui a gagné le rallycross cette année? C'est Sébastien Loeb, et en plus il est 7 fois champion du monde. Merci. Et c'est bon, vous êtes balancé le micro, c'était ça. Il y a un petit jeu là avec le micro. On a une petite musique pour le dernier sujet quand même. On finit en musique et en chanson. Avec le clip de l'année. La musique de... Gangnam Style. On va voir qui connaît la chorégraphie. Qui ne connaît pas? Ça, c'est le tube du moment international. C'est un tube coréen. Et on va écouter Adama, Donia et Sana. On vous écoute. Stéphane, on voit bien que tu connais la danse. Oui. Elle avait prévu de te poser la question, savoir si tu connais la danse, cette mais musique. Qui ne connaît pas cette danse? Voilà. Oui, on ne je te demandera pas une démonstration. Non, je peux te le faire comme ça. Comme ça, et après comme ça. Comme ça. Voilà. Dunia, qui chante le Gangnam Style? Eh bien, c'est Psy. Mais de quel pays vient-il? De la Corée du Sud en Asie. Lequel clip sur YouTube? Combien a-t-il de vues, Adam? Ah, ça. Tu t'en rends compte, il y a 1 milliard de vues. C'est quoi comme style de musique? Non, 1 milliard. Non, 1 milliard. 1 milliard? Ah oui, il y a plus d'1 million Ah de oui, vues. c'est plus d'1 milliard de vues. Ah alors. oui. C'est Je quoi crois que comme c'était 1 milliard 300 millions tout à l'heure quand j'arrive. C'est quoi comme style de musique? C'est un mélange de hip-hop et de R&B. Son clip est basé sur la caricature. Il se moque de qui et de quoi? Il se moque des clips où il y a des filles qui ont une mauvaise image. Et aussi des riches qui habitent dans le quartier Gangnam à Séoul, qui est la capitale de la Corée et qui font de l'équitation. Son succès est exceptionnel. Est-il venu sur Paris? Bah bien sûr, il est venu au Trocadéro. Mais qu'a-t-il fait, Dunia? Il a fait danser 20 000 personnes lors d'une flash mob. Et tu sais que Psy a gagné 3 awards aux Energy Music Awards? Un award d'honneur. La chanson internationale de l'année et le meilleur clip de l'année. Vous dansez, vous, le Gangnam Style? Oui. C'est vrai? Oui. Tout le monde danse le Gangnam Style? Bah d'ailleurs, on a préparé une flash mob pour la fête de quartier. Ah, sur ce titre? Non, Ah bon. sur quatre extraits musicaux. Bon, bah merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. La 4e. La 3e. La 3e émission maintenant. Bah merci à tous les enfants. On se retrouve dans quelques temps. Prochainement, bientôt. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Voilà. Radio Clamart.